Je m'appelle Nola Baker. J'ai 27 ans. Je n'aurais jamais pensé que mon père giflerait ma mère devant le tribunal. Même le drapeau semblait trembler lorsque la gifle résonna dans la salle d'audience avec un claquement si perçant, puis vint la voix de mon père, victorieuse et glaciale. « Toute ta vie, tu as été inutile. Tu ferais mieux de mourir. » La salle est restée silencieuse pendant 1 minute. Le tissu de mon uniforme militaire tirait sur mes épaules lorsque je me suis levée. J'ai retiré mon béret vert et l'ai posé comme un marteau silencieux sur la table des témoins. J'ai dit « Votre honneur. Veuillez vous reporter à la dernière page. » Mon père s'est retourné et son visage a commencé à rougir. Avant de continuer, veuillez m'indiquer d'où vous écoutez. Pour ne pas manquer ces récits de justice rendus, veuillez appuyer sur « J'aime » et « S'abonner ». Le palais de justice du comté d'Allegheny était imprégné d'une odeur âcre de cire pour parquet, de désespoir acide et de bois vieilli. Les spectres d'1 millier d'autres familles ruinées flottaient dans l'air vicié qui était recyclé depuis des décennies, les mains sur les genoux et le dos droit. Je pris place au 2e rang. Elle Lanner, ma mère, semblait toute petite lorsqu'elle s'est assise à la table des plaignants. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû les serrer sur ses genoux pour les stabiliser. Et ses épaules étaient voûtées. Elle avait l'air d'un moineau dans un nid de faucons. Mon père, Arthur Baker, le faucon, se tenait à côté de son avocat. Malgré sa petite taille, il dégageait une aura puissante qui imprégnait la pièce. Il avait un rictus sur les lèvres, son pauvre costume était tendu et sa poitrine bombée. C'était un plaisir pour lui. Pour lui, chaque instant d'humiliation de ma mère était comme une gorgée de whisky. « Madame, le juge a poursuivi d'une voix lasse. Vous n'avez qu'à signer, Baker ?» Ma mère grimaça lorsque son nom fut prononcé. Les papiers du divorce et un stylo habile bon marché lui furent gentiment tendus par son avocat. Un jeune défenseur public surchargé de travail, ce document était un ordre d'exécution à son encontre, il effaçait son droit à la pension de mon père, les économies qu'elle avait accumulées à la sueur de son front et la propriété qu'elle avait transformée en maison. C'était la déclaration de son échec total et complet. Ses doigts hésitèrent juste au-dessus du plastique alors qu'elle tendait la main vers le stylo. Mon père se pencha en avant, et je le vis. Arthur repoussa la main de son avocat qui lui faisait signe de se taire. Sa voix était un murmure venimeux qui résonna dans le silence de mort de la pièce, alors qu'il baissait la tête. « Je te trouve répugnante », grogna-t-il. Puis il passa à l'action. Le mouvement n'était pas désordonné. C'était un geste précis, bien rodé. Sa main jaillit et frappa la joue de ma mère. Ce fut un claquement violent et cruel. C'était plus qu'une simple gifle. Le calme qui régnait dans la salle d'audience fut rompu par une explosion sonore. Le greffier cessa de taper. Dans le box des jurés, une femme poussa un cri. Avec sa moustache épaisse et sa carrure robuste, l'huissier déplaça son poids, sa main se rapprochant naturellement de son flanc. Une grande marque cramoisie apparut sur la peau délicate de ma mère alors que sa tête se tournait brusquement sur le côté. Elle ne cria pas. Elle s'arrêta simplement, les yeux écarquillés, envahie par une peur profonde et ancienne. Puis vint la malédiction, prononcé d'un ton froid et neutre, comme s'il annonçait la météo. Plutôt que d'un cri, « Tu ferais mieux de mourir », c'était le dernier clou dans le cercueil qu'il avait construit pour elle depuis leur mariage. Et c'était le résultat de 30 ans de violence psychologique. Ma formation a pris le dessus, en cas d'urgence. Il ne faut pas réagir. Il faut évaluer, inspirer, retenir son souffle. Expirer, la zone cible était la pièce. L'antagoniste était mon père. L'atout à protéger était ma mère. La variable qui restait indéterminée était le juge. Je me suis levée, je me suis déplacée silencieusement et avec fluidité. Cela a résonné comme un coup de feu dans ce silence oppressant. Même s'il n'y a eu ni bruit de chaise ni mouvement frénétique, toute la salle s'est tournée vers moi. La fille, Nola Baker, n'était pas présente. Ils ont vu l'uniforme militaire vert, armé avec ses rangées de rubans, symbole de sacrifice et de dévouement qu'ils ont immédiatement reconnu, mais qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Ils ont vu que ma manche portait le grade de sergent. Mon père appelait cela le « costume ». Aujourd'hui, il me servait d'armure. Il n'avait jamais utilisé mon immobilité comme une arme auparavant. À la maison, quand il se mettait en colère, mon frère l'évitait ou ma mère pleurait. Aucun regard serein et imperturbable ne l'avait jamais croisé. Pour la première fois, son rictus vacilla lorsqu'il me regarda. Il vit dans mes yeux quelque chose qu'il était incapable de briser ou d'intimider. Un étranger attira son attention. Je parcourus la courte distance qui me séparait de la table des témoins. Située entre le tribunal et la galerie, sur le linoléum usé, mes pas étaient fermes et réguliers, délibérément. J'ai levé la main et j'ai retiré mon béret vert. Dans mes paumes, le toucher lisse et vert foncé me semblait familier. C'était plus qu'une simple casquette. Mon père avait tenté de faire de moi une jeune fille terrifiée.
Mais c'était l'incarnation physique d'une volonté inébranlable, la preuve de milliers d'heures de misère qui avaient consumé jusqu'à la dernière parcelle d'elle-même. Il représentait un monde hors de sa portée. Un monde dans lequel la dignité s'acquiert par la souffrance et l'adversité plutôt que par la peur. Je posai le béret sur la surface brillante de la table, il tomba doucement et résolument, avec la puissance d'un marteau, le son doux retentit. Cela ressemblait à la déclaration d'un nouveau conflit selon mes conditions et sur mon territoire. Je me tournai vers le juge, dont le visage fatigué avait laissé place à une intense concentration. « Votre honneur » dis-je d'une voix neutre et sans émotion. « Veuillez vous reporter à la dernière page. » Il y eut un long silence. Après un bref moment de surprise, mon père tourna la tête et me regarda, le visage empreint de colère et de perplexité. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que faites-vous » balbutia-t-il. Son avocat, déjà renfrogné, feuilletait sa copie des documents du règlement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il arriva à la dernière page. Arthur l'observait. Il était témoin de la scène. Son expression changea rapidement et de manière terrible. Son sourire suffisant disparut, remplacé par l'incrédulité. L'incrédulité se transforma en compréhension naissante, et la compréhension se transforma en une horreur viscérale et instinctive. C'était l'expression d'un dictateur qui avait découvert, bien trop tard, que l'esclave qu'il battait depuis des années fabriquait secrètement une épée chaque nuit. Il ne remarqua pas sa fille à ce moment-là. Un soldat attira son attention. Il comprit qu'une stratégie l'avait déjoué. Je vis la terreur dans les yeux de mon père pour la première fois en 27 ans d'existence. Penché sur la page, le juge ajusta ses lunettes. Il me jeta un coup d'œil, puis regarda mon père après s'être détourné de la page. Il s'éclaircit la gorge. « Huissier, veuillez prendre les documents que mademoiselle Becker vous remet » ajouta-t-il d'une voix plus grave. L'huissier s'avança tout en gardant mon père au centre de son regard. Je vis le visage d'Arthur se durcir de peur lorsqu'il me prit le dossier des mains. Il n'avait jamais pensé que sa fille le traduirait en justice, même s'il avait toujours pensé que seul un garçon pouvait lui apporter l'honneur. Il avait toujours pensé qu'il ne pouvait être glorifié que par un fils. Et Marc, son fils, n'avait jamais eu à le mériter d'aucune façon, bien avant que nous entrions dans cette salle d'audience. La balance de la justice de la famille Becker avait déjà basculé. Sous un même toit, il y avait deux univers distincts, deux ensembles de lois et de normes de valeurs. Un univers était celui de Marc, et l'autre était le mien. Le cours a commencé tôt. Marc avait 12 ans et j'en avais 10 le matin de Noël. L'odeur des pâtisseries à la cannelle et des aiguilles de pain de ma mère emplissait le salon. Le cadre chromé d'un BMX Mongoose flambant neuf brillait dans les lumières scintillantes. Appuyé contre le mur sous le sapin, il était pour Marc. Ma mère nettoierait plus tard les éraflures noires qu'il avait laissées sur ses mains et ses genoux lorsqu'il s'était mis à crier et à essayer de faire des wheelies sur le tapis. J'ai reçu une grande boîte rose en cadeau. Elle contenait une cuisine en plastique avec des casseroles et des poêles en plastique et un petit four à... Je me souviens du vide, d'une sorte de douleur silencieuse dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à mon paquet depuis le vélo. « Et si j'achetais un vélo ?» ai-je dit à voix basse. « Arthur !» Mon père a souri d'un air satisfait en levant les yeux de sa tasse de café. Il a ri. « Nola. Les vélos sont pour les garçons. Tout ce que les filles doivent savoir, c'est comment aller de la maison à l'épicerie. Cet été-là, je suis devenue chef d'entreprise dans une petite ville. J'utilisais un seau rouillé et de vieux chiffons pour laver les voitures. Je désherbais le jardin de Madame Henderson, ma voisine, et je tondais les pelouses pour 5 $ chacune. Je gardais tous les billets de banque froissés dans une boîte à chaussures sous mon lit. En août, j'en avais assez. Je suis allée à un vide-grenier et j'ai acheté un chewing d'occasion. Il était à moi, même s'il était lourd et avait un peu de rouille sur les garde-boue. Je rentrais chez moi en flottant, tellement j'étais fière. Mon père nettoyait son camion Ford devant la maison lorsque je suis arrivée dans l'allée. Il a reniflé en regardant mon vélo, puis son véhicule. Il n'a jamais vu le résultat de mon travail. 10 ans. On dirait un tas de ferraille. Il ne voyait que les défauts. Mes premières années ont été marquées par cette tendance. J'ai découvert que même si mon sexe était un défaut évident et persistant, mes efforts étaient indétectables. Je me suis donnée à fond au lycée. J'ai rejoint le club de débat, l'équipe d'athlétisme, tout ce qui pouvait lui donner une liste de réalisations qu'il ne pourrait ignorer. Un soir, j'ai ramené mon bulletin scolaire à la maison, avec des A partout. J'avais même obtenu un A en physique avancée, le cœur battant d'anxiété. Je lui ai donné. Il a pris le papier, l'a regardé pendant moins d'1 seconde, puis l'a jeté sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une pile de courriers. Je ne m'attendais pas à une parade, mais peut-être à un simple signe de tête. Un simple « bravo ». Sans me regarder, il a ajouté « Bien, maintenant, va faire la vaisselle, ta mère est épuisée. » Je pouvais sentir l'amertume de l'injustice dans ma gorge.
Marc est rentré à la maison plus tard dans la soirée et a claqué la porte. Il conduisait sa voiture comme s'il était invincible à 17 ans. Il a jeté un bout de papier sur la table. C'était une contravention pour excès de vitesse. Il avait été arrêté pour avoir roulé à 60 km/h dans une zone limitée à 35 km/h. Après l'avoir lu, mon père poussa un long soupir d'épuisement. Cependant, une fierté particulière adoucit ses traits lorsqu'il se tourna vers Marc. Il lui donna une tape sur l'épaule. Avec une pointe d'affection, il remarqua. Les garçons seront toujours des garçons. Sans dire un mot de plus, il paya l'amende le lendemain. Fais juste plus attention la prochaine fois. Mon fils, reconnaître mes excellentes notes était une tâche que je devais accomplir avant de pouvoir reprendre mes responsabilités. La négligence de Marc faisait partie du processus normal de croissance dans le cadre d'un devoir scolaire. Je me souviens avoir lu Lénine de Sheryl Sandberg. Ce livre était tellement motivant que tous mes copains ont discuté de la possibilité de prendre place à la table. Tout ce que je ressentais, c'était une colère silencieuse. Il n'y avait aucun chapitre dans le livre sur ce qu'il faut faire lorsque votre père renverse la table, chaque fois que vous essayez de vous asseoir à la table de votre propre salle à manger. Ma mère venait me chercher après chacune de ces petites blessures. Le soir, elle se faufilait dans ma chambre avec un plateau de biscuits Chips Ahoy. Sa présence exprimant doucement ses regrets, elle s'asseyait sur le bord de mon lit et murmurait « Ne fais pas attention à lui. Chérie, ton père est simplement dépassé. Il t'aime à sa manière. » Mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux fatigués. Ce n'était pas de l'affection. C'était une question de contrôle. Ces justifications, qui visaient à me calmer, ne faisaient qu'accroître mon sentiment d'isolement. Elles reconnaissèrent que je menais ce combat seule. Une nuit étouffante de juillet, l'été précédant ma dernière année de lycée, a été le point de basculement. Je ne me sentais puissant que dans le garage, qui était mon refuge. Il empestait le béton humide, l'huile de moteur et l'essence. Entre deux poutres, j'avais installé une barre de traction. Le corps trempé de sueur et les muscles en feu, j'essayais de battre mon propre record. Il se tenait là, silhouetté par la lumière du Porsche. Lorsque la porte du garage s'est ouverte, son expression était déformée par le mépris. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bon sang !» s'est-il écrié. On dirait un gorille, une bête de foire. Pour l'amour de Dieu. Va mettre une robe ou n'importe quoi d'autre. Je suis tombée de la barre, les mains nues, le cœur battant à tout rompre de colère et d'embarras. Je n'ai rien dit. Je suis simplement passée devant lui et je suis retournée à l'intérieur. M'enfermant dans ma chambre, je n'ai pas versé une larme cette nuit-là. Il était temps d'arrêter de pleurer. L'écran de mon ordinateur portable était un rectangle lumineux dans l'obscurité lorsque je l'ai ouvert. J'ai saisi une requête simple dans la barre de recherche. Les métiers les plus difficiles pour les femmes. Des articles ont envahi l'écran. Je suis tombée sur un article consacré aux premières femmes diplômées de l'école des Rangers de l'armée américaine. J'ai lu des articles sur les bérets verts. Les forces spéciales, le mérite et le principe directeur impitoyable de la civilisation dont je lisais le récit, une société où seules vos performances comptent et où ce sont vos capacités, et non votre personnalité, qui sont évaluées, un lieu qui purge la faiblesse. Quel que soit le sexe, mon père n'était plus la cible de ma fuite. Il s'agissait plutôt de courir vers quelque chose. C'était une promesse murmurée à la file suspendue aux poutres, un choix fait dans le doux murmure d'un ordinateur. Mon corps et ma volonté seraient inforgés en quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais qualifier de faible. Je deviendrais une arme qu'il ne serait même pas capable d'identifier ou de contrôler. Le choix lui-même, fait dans la rage silencieuse de ma chambre, était simple. Le dire à ma mère était une autre histoire. Je pensais me sauver en l'abandonnant dans la zone de combat, mais j'avais l'impression de la trahir. J'ai attendu que l'horloge sonne minuit. Les seuls bruits dans la maison étaient les ronflements faibles et grondants de mon père, qui somnolait dans son fauteuil devant la télévision, et le bourdonnement du réfrigérateur. L'odeur rance de la Budweiser emplissait l'air. Dans la cuisine, entourée de la douce lumière jaune au-dessus de l'évier, j'ai découvert ma mère. Elle était voûtée, dans ce qui était devenu sa position habituelle, et nettoyait les plans de travail avec une éponge usée. Effaçant les traces de la journée, elle se déplaçait avec une élégance discrète et fatiguée. Elle pouvait me sentir même si mes pas étaient légers sur le sol. Elle se retourna avec un sourire mince et las qui ne s'étendait pas jusqu'à ses yeux. « Chérie, tu ne peux pas dormir. » J'ai inspiré profondément. L'éponge a glissé de ses doigts et a atterri dans l'évier avec un léger splash. « Maman !» ai-je commencé d'une voix à peine plus qu'un murmure. « Je m'engage dans l'armée. » Elle a cessé de sourire. Une peur vive et aiguë a agrandi ses yeux. « Qui étaient de la même teinte bleue que les miens ? » ?»« Non, » a-t-elle dit en reculant et en secouant la tête. « Oh non, Nola. Le monde extérieur va te dévorer. » Sa crainte me semblait logique. Elle n'avait rien à voir avec les champs de bataille lointains ou les dangers du combat.
Elle percevait le monde comme une représentation plus grande et plus cruelle de notre propre foyer. Elle avait peur que je passe d'une prison à une autre, où je serais entourée d'hommes semblables à mon père et qui pensaient que les femmes devaient être calmes et soumises. Un sentiment de honte glaciale et écrasant m'envahit. Mais je restais déterminée. Sa crainte ne pouvait pas être mon destin. Maman, ce n'est pas comme ça, murmurai-je doucement en me rapprochant d'elle. Je ne mentionnais pas ma fuite. Je présentais cela comme une course vers l'amélioration. Je lui parlais de créer une vie dans laquelle ma valeur serait établie et mes réalisations reconnues, d'une voix de plus en plus forte, convaincue. Je lui ai parlé des articles que j'avais lus. Je lui ai présenté le premier lieutenant Shay Haver et le capitaine Kristen Grist, deux femmes qui venaient d'obtenir leur diplôme de l'école des Rangers. J'ai insisté. C'est possible ? Maman. Elles l'ont prouvé. Elles ont prouvé que les normes sont les normes, et que peu importe qui vous êtes, tant que vous pouvez les satisfaire. J'ai vu la lutte dans ses yeux. L'inquiétude persistait. Un besoin instinctif et fort de protéger son enfant. Cependant, autre chose émergeait. Une lueur de compréhension. Elle réalisait que ce n'était pas un choix précipité fait par une jeune fille. C'était une stratégie de survie. En me regardant de près, elle voyait la jeune femme que j'avais été contrainte de devenir plutôt que la petite fille qu'elle souhaitait protéger. Elle a perdu l'envie de se battre et ses épaules se sont affaissées. Ses bras minces m'enlacèrent étroitement et elle me serra contre elle. Elle se mit à pleurer et je sentais son corps trembler tandis que ses larmes silencieuses coulaient sur mon t-shirt. Elle murmura doucement « Nola, j'ai tellement peur, mais je comprends. Tu dois partir ? Tu dois partir pour découvrir qui tu es. » C'était le cadeau le plus beau et le plus douloureux qu'elle pouvait me faire. C'était l'acceptation par une mère de voir sa fille se jeter dans les flammes parce qu'elle l'aimait et espérait qu'elle en ressortirait plus forte qu'avant. Quelques semaines plus tard, la veille du jour où je devais me présenter à la gare routière, nous étions assises sur la balancelle du porche. Le chant des grillons emplissait l'air chaud de l'été. Mon père et ses copains étaient sortis. Le silence était comme un cadeau. Ma mère me tenait la main avec une fermeté inhabituelle. Elle m'a dit, d'un ton sérieux que je ne lui avais jamais entendu auparavant. « Non, l'armée va te rendre puissant. Ils t'apprendront à être forte et à endurer des situations que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. » Et je brillais dans la faible lumière du porche lorsqu'elle se tournait vers moi. Cependant, tu dois me faire une promesse. Promets-moi que tu n'utiliseras jamais ta force ou ton autorité pour rabaisser les autres. Promets-moi que tu ne deviendras pas la personne qui t'a forcée à devenir forte. Ces commentaires m'ont frappé comme un coup physique. Je n'avais jamais pensé au danger pour mon âme dans toute ma préparation. Dans toute l'importance que j'accordais à la force mentale et physique, sa supplique s'est transformée en promesse. Elle s'est ancrée en moi, comme une boussole morale que j'utiliserai dans toutes les situations. Je te le promets. « Maman !» m'écriai-je. La voix pleine de passion, en accord avec le thème. Le lendemain matin était nuageux et maussade, à la gare routière du centre-ville. Ma mère et ma petite sœur Maya étaient venues me dire au revoir. Manque, qui dormait probablement encore, n'était pas là. Mon père n'avait même pas mis le nez dehors. Sa voix était étouffée par la porte moustiquaire alors que je descendais l'allée. On verra combien de temps tu tiendras. Je ne me suis pas retournée. Je lui ai refusé cette satisfaction. J'ai serré Maya dans mes bras avant d'embrasser ma mère. Elle a glissé un billet de 20 $ plié dans ma paume pour cacher ses émotions. Elle a dit « pour les collations ». Je me suis assis près de la fenêtre après avoir gravi les marches du bus Greyhound. J'ai regardé dehors tandis que le bus s'éloignait, en sifflant hydrauliquement du trottoir. Maya devenait de plus en plus petite alors qu'elle se tenait sur le trottoir avec ma mère. Ma mère ne faisait pas de grands signes frénétiques. Elle regardait simplement sa fille partir à la guerre, une silhouette solitaire et forte sur le fond désolé de notre petite ville de Pennsylvanie. La dernière chose qui m'a réchauffée lorsque je suis entrée dans la fournaise était l'image de ma mère debout sur ce trottoir désolé. Pendant l'entraînement de base, j'ai emporté cette image avec moi en enfer. Cependant, il existe plusieurs niveaux d'enfer. Et l'enfer de l'évaluation et de la sélection des forces spéciales S-FAS à Fort Bragg, en Caroline du Nord, était un cercle unique. Dès que je suis descendue du bus, j'étais une curiosité et une bizarrerie. J'étais la seule femme parmi les centaines de candidats à une place dans le célèbre cours Q, la sève des pins. La testostérone et la chaleur oppressante et humide de l'été en Caroline emplissaient l'air. Des centaines d'yeux me regardaient, m'évaluaient, me jugeaient et attendaient que j'échoue. J'entendais les murmures partout où j'allais, y compris dans les casernes, la salle à manger et pendant les marches épuisantes. Bien sûr, ils ne s'adressaient pas directement à moi lorsqu'ils me surnommaient Bobby, la recrue de la diversité.
O, le symbole, quand je passais près d'eux, ils le répétaient assez fort pour que je l'entende. Certains ralentissaient pendant les longues marches, alors que nos sacs à dos de 30 kilos nous creusaient les épaules, me laissant passer afin de pouvoir m'observer et attendre que mes jambes lâchent. Mais cela n'arrivait jamais. Je ne voyais pas la longue route sablonneuse devant moi chaque fois que mes cuisses hurlaient et que mes poumons brûlaient. Ma mère était à 4 pattes en train de nettoyer les traces de pneus de marque sur son beau tapis. Mon père avait jeté un plat contre le mur et je la regardais ramasser les morceaux. Chaque souvenir attisait les flammes qui brûlaient en moi. Chaque foulée était une protestation silencieuse. La douleur était passagère. Je refusais de retourner dans le monde de mon père. L'un des enseignants m'a pris à part. Au bout d'une semaine environ, le sergent-chef Davis était un homme imposant. Avec un regard calme et serein qui semblait vous transpercer, il n'a pas exprimé de pitié. Il ne m'a pas dit de garder la tête haute. « Écoute, Becker ?» a-t-il commencé de sa voix grave et rauque après m'avoir jeté un rapide coup d'œil. « Ici, personne ne se soucie de savoir si tu es un homme ou une femme. Sais-tu ce qui compte pour eux? Si tu es un handicap, cela les préoccupe. Ils craignent que tu les tues parce que tu es incapable d'accomplir tes tâches. » Il s'est penché un peu plus près de moi. « Alors, fais taire le bruit. Cesse d'utiliser tes mots pour prouver quoi que ce soit. En bref, fais l'effort. Arrête de parler et mets-toi au travail. » Il s'est levé et a ajouté « Sois le coéquipier à qui ils confieraient leur vie. Le reste suivra. » Ces remarques m'ont fait l'effet d'une douche froide. Il ne m'a pas protégée. Il a été mon professeur. Et la clé dont j'avais besoin pour vivre venait de m'être remise par lui. Après ce jour-là, je suis devenue un fantôme. Je ne parlais que lorsque c'était absolument nécessaire. Ma boussole, mon arme, ma carte, le coéquipier à ma gauche et celui à ma droite. Je me concentrais sur le travail à accomplir. Je me contentais de mener à bien la tâche. Quelques mois plus tard, lors de la dernière étape du cours Q, le test final a été administré. Le Star Course était une compétition de navigation terrestre réputée qui testait l'endurance des participants pendant plusieurs jours dans la forêt nationale du Warwick, un environnement hostile et impitoyable. Pendant plus de 36 heures, notre petite équipe avait été en mouvement, se nourrissant de barres protéinées au goût de carton et dormant très peu. La terre rouge de Caroline était devenue une boue collante qui nous arrivait aux chevilles à cause d'une pluie froide et incessante qui avait commencé à tomber. Le caporal Jensen s'est effondré à ce moment-là, l'un des plus bruyants. Il avait exprimé son opinion selon laquelle je gâchais une place. Nous avons tous entendu le craquement horrible de sa cheville. Lorsqu'il a trébuché sur un rocher mouillé, son visage est devenu blanc de douleur lorsqu'il a essayé de se relever. Il était fini. Il s'est affalé contre un arbre et a gémi. « Laissez-moi ici. Je vais prendre la décision. Vous devez continuer. Sinon, nous ne respecterons pas le délai. » Personne n'a bougé pendant un moment. Nous étions tous épuisés et brisés, tant physiquement que mentalement. La chose sensée à faire était de le laisser là. Je ne voyais pas le caporal Jensen, cet arrogant imbécile. Mais je voyais ses épaules s'affaisser. Vaincus. J'étais témoin d'un homme au bout du rouleau. Ma mère m'avait dit un jour « N'utilise pas ta force pour abaisser les autres. » Je me suis souvenu de cela. J'ai retiré mon sac à dos. D'une voix ferme et autoritaire, j'ai déclaré « Personne ne laisse personne derrière. » Les autres m'ont lancé un regard surpris. Avec mes mains agiles, j'ai commencé à stabiliser sa cheville. Après avoir sorti mon équipement médical, nous avons commencé en équipe et nous finirons en équipe. Je l'ai soulevé, j'ai passé son bras sur mon épaule et j'ai supporté la majeure partie de son poids. Nous avons continué à avancer sous une pluie battante et dans l'obscurité pendant les 8 kilomètres suivants. Pendant que les autres dégagèrent le chemin, je me suis guidée à l'aide de ma boussole et du paysage. Je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi difficile, mais nous avons réussi. À quelques minutes seulement de la fin, nous sommes arrivés en titubant au dernier point de contrôle, tremblants, complètement épuisés et couverts de boue. Je n'ai pas évoqué les remarques précédentes de Jensen avec lui, j'ai simplement accompli ma mission. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée à Fort Bragg, dans un théâtre spacieux et élégant. Mon nom a été appelé. Sergeant Nola Becker. La salle est devenue silencieuse alors que nous nous tenions en position parfaite. Nos uniformes impeccables, alors qu'un vétéran distingué plaçait le béret vert sur ma tête et que le commandant attachait l'insigne tant convoité sur mon épaule, je suis montée sur scène, mais pas résonnant dans le silence. Il y avait un silence dans la salle. Puis quelqu'un s'est levé et a commencé à applaudir depuis le centre de l'auditorium. C'était Jensen, grand et avec une botte à la cheville. Puis d'autres soldats se sont levés, puis d'autres encore. En quelques secondes, tout le public était debout et la salle a éclaté en applaudissements tonitruants. Ce n'était pas de la sympathie, ce n'était pas un geste symbolique, c'était un respect absolu, durement gagné.
Le béret semblait solide et authentique sur ma tête alors que je me tenais là. Je ne pensais pas à mon père. Je ne pensais pas à son scepticisme ni à son mépris. Ma mère et la promesse que je lui avais faite sous ce porche sombre me sont venues à l'esprit. J'étais devenu plus fort. Il était temps d'apprendre à utiliser cette force à bon escient. Cependant, une pensée me revenait sans cesse à l'esprit alors que je quittais la scène. Étais-je prêt pour la guerre? Quelques mois plus tard, j'ai eu la réponse. Je suis rentrée chez moi à l'improviste. En permission, dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, c'est moi qui fus choquée, alors que je voulais surprendre ma mère et voir un sourire sincère illuminer son visage. Contrairement à d'habitude, la porte n'était pas verrouillée, et je sentis une vague d'arômes étranges et irrésistiblement délicieux me frapper comme un coup de poing. C'était une odeur frénétique qui ne cadrait pas, qui était bon marché et qui en faisait trop. Je compris immédiatement que ce n'était plus ma maison. En entrant, mon sentiment de malaise s'est intensifié. Une nouvelle photo de mon père, souriant, le bras autour d'une femme blonde, vêtue d'une robe rouge moulante, avait remplacé le portrait de mariage de mes parents, vieux de 30 ans, qui était accroché au-dessus de la cheminée. La source du parfum était un fauteuil inclinable défraîchi que ma mère aimait et sur lequel elle s'asseyait. Il y avait une femme que je n'avais jamais vue auparavant, détendue, les pieds posés sur la table basse, les ongles des orteils peints en rose vif. Elle a jeté un coup d'œil à ma tenue, et un sourire lent et las est apparu sur son visage. Mon sang s'est alors glacé. J'avais économisé de l'argent pour acheter à ma mère un pull en cachemire bleu pâle pour Noël l'année dernière, et elle le portait. C'était une démonstration de pouvoir, le trophée d'une conquête. Elle a tiré la langue et a brandi son pinceau à ongles en disant « Eh bien, regardez qui est là. La princesse guerrière est de retour. Ta mère et ton père sont à l'étage. Il semble parler de l'avenir. » Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réponse. Une fois de plus, je me suis rappelé qu'il valait mieux observer plutôt que réagir. Elle avait la trentaine bien avancée, les cheveux décolorés, le regard d'acier. C'était une prédatrice et une opportuniste. Je l'ai observée comme un agent hostile. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine qu'il semblait vouloir exploser tandis que je rangeais cette information dans un coin de mon esprit et me dirigeais vers les escaliers. Je n'aurais pas pu imaginer un scénario plus horrible que celui que j'ai vu dans la chambre de mes parents. Des larmes coulaient sur les joues de ma mère, recroquevillée sur le côté du lit, petite et brisée. Arthur, mon père, se tenait debout devant elle, les mains sur les hanches et l'air menaçant. Autour d'elle, une pile de papier était éparpillée sur la couverture. Avec un grognement profond, il a grondé « Signe, Eleanor, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je suis propriétaire de cette maison, des véhicules et de la pension. Tu ne prendras rien avec toi quand tu partiras. » C'est alors que j'ai remarqué mon frère Marc, le fils préféré, adossé au mur du fond, regardant par la fenêtre la pelouse impeccablement tondue du voisin, comme s'il était ailleurs. Ma mère le regardait, les yeux suppliants, implorant l'aide de l'un de ses enfants pour la défendre. Marc refusait de la regarder dans les yeux. « Signe, maman, » dit-il à travers la vitre. « Évitons de compliquer inutilement les choses. » Il était bien plus lâche que mon père. Et c'était un deuxième camouflé. C'était le comble de la trahison. Il était complice, pas seulement silencieux. La blonde, Cassandra, monta les escaliers et s'accrocha au bras de mon père pour revendiquer son territoire, juste au moment où j'étais prêt à entrer dans la pièce. Ses yeux étaient remplis d'un défi pur et méprisant, tandis qu'elle m'examinait de la tête aux pieds. D'une voix mielleuse mais empoisonnée, elle murmura « Écoute bien, petit soldat, le temps de ta mère est révolu. C'est maintenant mon tour. Persuader cette vieille femme de signer est ta meilleure option. Sinon, elle se retrouvera dans la rue avec rien d'autre que cette expression pitoyable sur le visage. » Après avoir gloussé, elle s'est tournée vers mon père pour lui murmurer à l'oreille « J'ai suggéré que nous peignions cette pièce d'une jolie couleur pêche. Chérie, cela rendrait l'espace beaucoup plus gai. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas crié. Comme un bloc de glace, la colère à l'intérieur de moi s'est figée et s'est solidifiée en quelque chose de froid et de rigide. À ce moment-là, j'ai cessé de remarquer le conflit familial. J'avais appris à identifier les méthodes insurgées grâce à ma formation à l'étranger. Mon père était désormais une entité hostile envahissant un territoire plutôt qu'un mari minable. Il travaillait avec Cassandra, puis il y avait ma mère, une captive civile. Je suis entrée dans la pièce. Ma présence a immédiatement modifié la dynamique. J'ai évité de regarder Cassandra ou mon père. Je ne pensais qu'à la cible. Je me suis approchée du lit, je me suis agenouillée à côté de ma mère et j'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes. « Maman » ai-je répondu d'une voix calme. « Regarde-moi » Elle a enfin levé la tête, les yeux brillants de désespoir. « Nous partons » ai-je déclaré. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Après l'avoir aidée à se lever,
Je l'ai conduite hors de la pièce, dans les escaliers, puis vers la porte d'entrée, sans me retourner pour voir les expressions surprises de nos ennemis. Notre dernière étape était un motel bon marché près de l'autoroute, dont la chambre sentait le chlore et la cigarette froide. Après avoir réprimé sa douleur et sa honte pendant des années, ma mère a sangloté pendant des heures. Je me suis simplement assis sur la chaise en face du lit et je l'ai regardée se libérer de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir d'épuisement, et une détermination farouche a remplacé le froid qui coulait dans mes veines. La sortir de là n'était plus mon seul objectif. Il s'agissait désormais de justice. C'était une opération chirurgicale. Après avoir sorti mon téléphone, j'ai lancé l'application Notes et créé un nouveau fichier. Je l'ai intitulé sans détour « Opération Liberté pour Hélène Lanner ». En écoutant la respiration laborieuse de ma mère dans la pénombre de cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé que je ne pouvais pas y arriver seule. Si vous avez déjà ressenti cette rage légitime ou ce besoin intense de défendre quelqu'un qui vous est cher, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et laisser un commentaire ci-dessous avec le mot « Justice » pour me faire savoir que vous partagez mon objectif. Votre soutien compte énormément pour moi. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment la première phase a commencé, l'opération Freedom. Délé Lanner avait officiellement commencé. La collecte de renseignements humains. HUMINT est la première phase de toute opération. Dans cette chambre d'hôtel aseptisée, ma mère, ma principale source, était assise en face de moi, impatiente mais fatiguée. Le lendemain matin, j'ai transformé notre abri de fortune en base d'opération avancée. J'ai acheté un immense tableau blanc, des marqueurs et une pile de bloc-notes chez Staples. Le magasin voisin, la photo bon marché d'une plage générique est devenue le fond de notre salle de guerre. Lorsque je l'ai accrochée au mur, j'ai commencé par établir une chronologie simple. J'ai tracé une longue ligne noire au centre du tableau. Très bien, maman, ai-je dit d'une voix calme et posée. Nous allons simplement discuter. Vous pouvez commencer où vous voulez. J'ai appris lors de ma formation comment interroger une source sans lui causer de nouveaux stress. Quand vous a-t-il frappé ? N'est pas une question à poser, car cela lui fait revivre l'expérience. Il faut plutôt construire un cadre, on s'informe sur des événements extérieurs et objectifs. Prenons Thanksgiving 2018. Ai-je dit doucement ? Pour cette occasion, Marc était rentré de l'université. Après le dîner, que s'est-il passé dans la cuisine ? Elle a d'abord hésité. Ces récits étaient une succession d'événements traumatisants. Cependant, une image logique a commencé à se dessiner à mesure que je griffonnais chaque élément sur le tableau, en reliant les dates aux événements, autrefois source d'embarras. Chaque souvenir était désormais utilisé à des fins différentes. Il était passé du statut de blessure à celui de données. Il y avait une histoire où il lui avait lancé la télécommande de la télévision à la tête lorsque les Steelers, son équipe de football, avaient raté un tir au but. Elle avait dû recevoir des points de suture pour la coupure au-dessus de son sourcil. Selon la version officielle, elle avait glissé sur un sol humide, c'est ce que j'ai noté. Décembre 2017. Blessure au front. Aucun témoin. Alibi. Glissade. Un autre souvenir m'est revenu à l'esprit. Elle avait déjà acheté une nouvelle tenue pour le mariage de sa cousine. Après lui avoir dit qu'elle avait l'air vulgaire, il l'avait soigneusement découpée en lambeaux devant elle avec une paire de ciseaux. Joint destruction de biens. Maltraitance psychologique. Témoin. Maya. 14 ans. L'histoire de la fois où, en plein hiver en Pennsylvanie, il l'avait enfermée dehors parce qu'elle avait 10 minutes de retard en rentrant des courses. Elle avait dû passer la nuit dans la voiture. Février 2016. Danger. Témoin. Elle a été aperçue dans la voiture par un voisin. Nous avons travaillé pendant 2 jours. Chaque souvenir traumatisant a été minutieusement extrait et ajouté à la chronologie. Cela a été extrêmement douloureux. Mais j'ai remarqué un petit changement chez ma mère à chaque histoire qu'elle partageait. Une résolution silencieuse remplaçait progressivement la culpabilité dans son regard. Elle était désormais à la fois témoin et victime. L'intelligence open source OSINT et l'intelligence des signaux SIGINT ont suivi. J'ai accédé à leur compte bancaire commun avec le consentement de ma mère. Bien que leur situation financière semblait normale aux yeux du public, l'anomalie a été rapidement découverte. J'ai consulté les registres en ligne et ma mère a remarqué une carte de crédit qu'il avait acquise à son nom uniquement pour des dépenses professionnelles. Elle a servi de modèle pour sa trahison. Cassandra a dépensé des dizaines de milliers de dollars en bijoux Tiffany, en sac Michael Kors et en voyage aux Bahamas. J'ai téléchargé tous les relevés, souligné chaque dépense et comparé les dates avec ses prétendus voyages d'affaires. Pour notre magazine, chaque transaction était une preuve supplémentaire. Après cela, je me suis tournée vers l'OSINT. J'ai consulté les archives publiques en ligne. J'ai découvert 2 plaintes pour violences domestiques déposées au cours des 5 dernières années à leur domicile.
Un voisin avait appelé le 911 à 2 reprises. Ma mère avait dit aux policiers qu'elle avait simplement été imprudente dans les 2 cas et avait refusé de porter plainte, bien qu'ils ne soient pas concluants. Ces rapports ont permis d'identifier une tendance. Je faisais le lien entre ce qui semblait être des points sur une carte. Le renseignement d'origine image Mint était le dernier élément. Je me suis souvenu des emails que ma mère m'envoyait lorsque je servais à l'étranger. Elle m'envoyait des photos de son jardin, de son chien ou d'une nouvelle recette qu'elle avait cuisinée, car elle n'était pas du genre à se plaindre. C'était sa façon de me dire que tout allait bien. Cependant, j'ai fait confiance à mon instinct. J'ai téléchargé toutes les photos qu'elle m'avait envoyées et j'ai passé toute la nuit à parcourir des années de correspondance. Au début, je ne voyais que des fleurs et des couchers de soleil. Puis j'ai découvert une photo du printemps 2019. Elle montrait ses nouveaux rosiers, mais on pouvait à peine distinguer son visage dans le reflet de la fenêtre du salon derrière elle. Il y avait également une légère échymose rougeâtre sur sa joue, qui n'était pas bien dissimulée par le maquillage. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié notre calendrier par rapport à la date de l'email. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'incident de la robe. Il l'avait frappée en plus d'avoir détruit ses affaires. J'ai également découvert une photo d'elle prise mi-juillet, vêtue d'un pull à col roulé à manches longues, tenant un gâteau d'anniversaire pour Maya, quelques jours seulement après qu'il lui ait, accidentellement, claqué la porte de la voiture sur le bras. Chaque photo était un appel à l'aide silencieux que je n'avais pas pu entendre parce que j'étais trop loin. 1 semaine plus tard, notre chambre de motel ressemblait à une scène tirée d'un film d'espionnage. Les dates, les événements et les liens entre eux étaient tous inscrits sur le tableau blanc. Les rapports de police, les photos annotées et les relevés bancaires imprimés se trouvaient tous dans un grand classeur posé sur la table. J'avais transformé 30 ans de souffrances désordonnées et désorganisées en une arme. Il s'agissait désormais d'un dossier incontestable et bien documenté, un dossier à charge contre Arthur Baker. Plutôt qu'une collection de souvenirs douloureux, il y avait une lueur dans les yeux de ma mère que je n'avais pas remarquée depuis des années, alors qu'elle me regardait travailler. Elle se redressa légèrement, ses épaules étaient moins voûtées. Elle voyait maintenant la clé qui lui permettrait de sortir de sa propre prison, qu'elle avait déjà vue dans son intégralité. Je la regardai, d'une voix ferme et claire, et refermai le classeur. Je répondis. « Maman, nous n'aurons pas besoin d'un grand avocat. Ces chiffres et ces images ne peuvent tout simplement pas être trompeurs. Nous aurons donc besoin de quelqu'un qui sache les lire. Les images et les statistiques contenues dans mon classeur ne pouvaient pas mentir. Cependant, je me suis vite rendu compte qu'il fallait encore une voix pour faire entendre ces faits tacites devant un tribunal. Cette voix coûte également cher. Le reste de ma pause a été occupé par des conversations téléphoniques et des réunions insatisfaisantes. J'ai commencé à prendre des rendez-vous après avoir trouvé une liste d'avocats spécialisés dans le divorce dans la région de Pittsburgh. Ma mère et moi nous sommes assises sur des sièges en cuir luxueux qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture dans 2 bureaux distincts. Meublés de manière opulente, l'histoire était la même dans les 2 cas. Un homme à la montre en or, avec un sourire compréhensif et bienveillant. Le premier avocat a examiné mon classeur soigneusement organisé. « Oui », a-t-il répondu en posant un doigt manucuré sur une photo. « C'est convaincant. Cependant, il prétendra qu'elle est maladroite. Il prétendra que ses frais de carte de crédit étaient nécessaires pour son entreprise. Il nous a ensuite donné un prix d'avance plus élevé que ma mère n'avait jamais vu de sa vie. Dans des situations comme celle-ci, cela se résume souvent à « il a dit »,« elle a dit ». Cela peut devenir désagréable et confus. La deuxième avocate était beaucoup plus méprisante. Cette fois, c'était une femme. Elle a à peine regardé les preuves. En regardant l'horloge accrochée au mur, elle a déclaré « Écoutez, je vois des dizaines de divorces compliqués chaque semaine. » Elle a également mentionné des frais exorbitants en disant « Cela pourrait durer des années sans preuve irréfutable ?» La lourde porte vitrée s'est refermée derrière nous et nous sommes sortis dans l'air froid de Pennsylvanie. Ma mère commençait à perdre sa nouvelle détermination. « Nola, c'est inutile, » dit-elle d'une voix tremblante. La phrase « Le système est fait pour des hommes comme lui, pour les gens qui ont de l'argent », m'a fait perdre tout espoir pour la première fois depuis le début de cette histoire. Elle avait raison. Nous détenions la vérité, mais elle était cachée derrière une barrière inabordable. Nous voyions les portes de la justice se fermer devant nous. Je me sentais complètement perdue dans le motel cette nuit-là. Ne sachant pas qui contacter, j'ai parcouru les contacts de mon téléphone, puis j'ai remarqué un nom, Mew Davis. Mon ancien instructeur s'efface. Je me suis arrêtée. Nous n'étions pas amis. C'était un homme très puissant qui avait été mon mentor. Cependant, je me suis souvenue de ce qu'il avait dit. Le reste se réglera tout seul. Je ne demandais qu'un coup de pouce dans la bonne direction, pas une aide financière.
Je l'ai appelé au téléphone. La deuxième sonnerie a attiré son attention. Il a répondu de sa voix de baryton apaisante dont je me souvenais. « Becker ?» J'ai présenté les informations comme si je présentais un briefing de mission, en essayant de paraître aussi objectif et professionnel que possible. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil lorsque j'eus terminé. Je pensais un instant que j'avais tout gâché. Finalement, il poursuivit. « Je connais quelqu'un. » Mes genoux se mirent à trembler sous l'effet du soulagement immense qui m'envahit. Une avocate, une très bonne avocate. Il s'agit de Sarah Jenkins, une spécialiste du droit de la famille qui a passé 10 ans dans le JAG Corps. Elle m'a rendu service. Je l'ai contactée le lendemain matin, après qu'il m'ait donné son numéro. Elle ne travaillait pas dans un gratte-ciel du centre-ville. Au-dessus d'un café, il y avait une pièce simple et bien rangée. Sarah Jenkins s'est levée pour nous accueillir dès que nous sommes entrés. C'était une femme grande et anguleuse, dans la quarantaine, qui dégageait un sentiment de compétence inébranlable, avec un regard de compréhension mutuelle. Elle a croisé mon regard et m'a serré la main fermement. C'était l'expression d'une collègue chevronnée. Je ne lui ai pas fait un long discours passionné lorsque nous nous sommes assis. Elle ne s'est pas précipitée comme les autres avocats. Alors j'ai simplement posé le classeur sur son bureau et lui ai dit « Voici la situation ». Elle a commencé à lire après avoir ouvert le classeur. Elle a regardé chaque photo, chaque relevé bancaire, chaque document. Pendant plus d'1 heure, le seul bruit dans la pièce était celui des pages qui tournaient, et elle restait silencieuse. Je me suis assis à côté de ma mère. Haletant, elle m'a regardé droit dans les yeux, a fermé le classeur et a croisé les mains dessus. « Je vois », a-t-elle déclaré d'une voix claire et concise. Elle s'est tournée vers ma mère, le visage adouci par une véritable compassion, et a remarqué. « Le sergent-chef Davis a dit que vous étiez méthodique. Madame Becker, je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez enduré. » Puis, lorsqu'elle s'est retournée vers moi, son regard s'est à nouveau durci. Soyons clairs. Sergeant, il ne s'agit pas d'un divorce, il s'agit d'une opération de sauvetage. Et je suis partante. Une confiance inconsciente entre deux femmes qui avaient servi et compris ce qu'il fallait pour combattre s'est créée entre nous à cet instant. Sarah a approfondi l'examen des documents financiers au cours des heures qui ont suivi. Il était presque midi lorsqu'elle s'est brusquement arrêtée. Elle a plissé les yeux en se penchant sur un document en particulier, d'une voix forte et enthousiaste. Elle s'exclama « Attendez 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle désigna un passage qui décrivait à qui appartenait la maison de notre famille. Mon père nous avait toujours dit que la maison était à son nom. Expliquai-je. Sarah a retourné son ordinateur portable et nous a montré. C'était le cas jusqu'à il y a 6 mois. Ma mère a eu le souffle coupé lorsqu'il a dit « Il a transféré l'acte de propriété à une nouvelle société à responsabilité limitée, enregistrée sous le nom de Cassandra Miller. » Avant de demander le divorce, Sarah a déclaré « Il essayait de dissimuler son plus gros actif en faisant croire qu'il ne s'agissait pas d'un bien matrimonial. » Elle a montré une copie du document à côté de la signature réelle de ma mère sur son permis de conduire et a déclaré « Et pour ce faire, il a falsifié la signature de votre mère sur les documents de transfert. » La falsification était clairement bâclée. Avec un air triomphant, Sarah a déclaré « Le voici ». Elle a tapoté l'écran et a déclaré « La preuve irréfutable. Sergeant, cela va au-delà d'une simple fraude au divorce. Il s'agit d'une fraude postale et d'une fraude électronique. Ce crime est-ce de nature fédérale ? Il a construit sa propre potence. » Puis elle a eu une dernière merveilleuse révélation. Et ses yeux se sont illuminés. Les documents de règlement du divorce que mon père avait tenté d'imposer à ma mère ont été saisis par elle. Elle a tourné la dernière page. Elle a poussé un bref aboiement de scepticisme en riant. « Oh, vous vous moquez de moi. » Elle a indiqué une clause cachée au fin fond des petits caractères. Ma mère a renoncé à toute revendication sur les actifs détenus par un certain nombre d'organisations commerciales, y compris la société écran de Cassandra, conformément à la renonciation normale. Sarah m'a regardée, les yeux brillants d'excitation. Il se croyait très intelligent. Dans sa vanité, il a inclus les aveux et la preuve de son crime dans les documents qu'il voulait lui faire signer. Son expression était celle d'une adoration totale alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil. Elle secoua la tête et remarqua « Il était tellement sûr de lui. Il nous a donné l'arme et les munitions avec une telle assurance. Et c'est moi qui ai appuyé sur la gâchette aujourd'hui dans cette salle d'audience. » La journée d'audience a commencé exactement comme je m'y attendais. Arthur, mon père, est entré dans le palais de justice du comté d'Allegheny avec un sentiment de propriété. Il était accompagné de son avocat, un homme élégant avec une coiffure excessive, qui dégageait une confiance injustifiée. Notre avocate, Sarah Jenkins, était assise à côté de ma mère, Eleanor. Elle était assise plus droite que je ne l'avais jamais vue,
Malgré sa nervosité et ses mains crispées sur ses genoux, le plus grand défaut de mon père était son arrogance. Il pensait vraiment qu'il était invincible. C'est pourquoi il n'a pas pu résister à une dernière démonstration de pouvoir lorsque le tribunal a pressé ma mère de signer l'accord une dernière fois. Il l'a giflée après s'être penché vers elle et lui avoir murmuré sa haine. Sa dernière malédiction: tu ferais mieux de mourir, et rester suspendu dans l'air comme un gaz toxique, comme je l'ai décrit au début, et ce claquement horrible et perçant a résonné dans toute la pièce. Il venait de tomber directement dans notre piège sans s'en rendre compte. Son comportement violent en public avait brillamment planté le décor. Le juge, les avocats et toutes les autres personnes présentes dans la salle ont vu qui il était vraiment, un tyran et un agresseur. Et cela a balayé toute apparence de politesse. Je me suis levée. « Votre honneur, veuillez vous reporter à la dernière page », ai-je dit en posant mon béret vert sur la table et en prononçant la première phrase. Le juge, un homme qui avait manifestement tout vu, semblait intéressé. Il fit un signe de tête à Sarah. Madame Jenkins. Allez-y. Calme et posée, Sarah se leva. Elelana Becker, ma cliente, ne signera pas cet accord. Votre honneur. De plus, nous avons la preuve que le plaignant, M. Arthur Becker, a planifié les fausses prémices sur lesquelles repose l'ensemble de ce procès. L'avocat de mon père bondit sur ses pieds. Objection. C'est ridicule. La voix du juge était sévère lorsqu'il ordonna « Asseyez-vous. Maître, je vais laisser passer. Examinons leurs offres. » C'était mon signal. Sarah m'a convoquée à la barre des témoins. Je n'étais pas là pour témoigner avec émotion. Mon but était de fournir des informations. J'ai parlé d'un ton calme et mesuré, factuel et dénué de passion. Votre honneur, ai-je dit en m'adressant directement à la cour. La pièce à conviction A est une photo du bras de ma mère prise le 15 novembre 2020. Je me suis interrompue lorsque la photo est apparue sur les écrans. Veuillez noter les ecchymoses étendues. Cette photo a été prise le jour même où un voisin a appelé le 911 pour signaler une dispute domestique au domicile des Becker. Une copie de l'appel est jointe en tant que pièce à conviction B. Le visage de mon père a commencé à bouger. Son avocat lui parlait frénétiquement à l'oreille. Ma voix n'a jamais faibli pendant que je continuais. Plusieurs relevés de cartes de crédit au nom exclusif de mon père sont présentés dans la pièce à conviction C. Les frais liés à un voyage pour 2 personnes aux Bahamas en avril de cette année, Kim Becker a prétendu être un simple voyage d'affaires, seront notés. De plus, vous verrez des frais liés à l'achat de sacs à main et de bijoux coûteux, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Ils ont acheté ces articles pour Madame Cassandra Miller. J'ai aperçu mon frère Mark. Assis à l'arrière, s'enfoncer dans son siège, j'ai présenté les preuves une par une, y compris les rapports de police, les relevés bancaires et les photos montrant les ecchymoses dissimulées. Chaque élément de preuve était un coup de marteau, démolissant méthodiquement la façade que mon père avait construite en tant que père de famille respectable. Il y avait un silence complet dans la pièce. L'assurance suffisante de mon père avait disparu, laissant place à un regard pâle et transpirant de terreur. Le dernier coup, le coup fatal. Allez suivre. J'ai fait un signe de tête à Sarah. Elle s'est levée avec un document à la main. Nous aimerions attirer votre attention sur la dernière page de l'accord de divorce que M. Becker a tenté de contraindre ma cliente à signer, a déclaré Sarah d'une voix pleine d'autorité. Elle a placé le document sur le projecteur. Il existe une clause selon laquelle Madame Becker céderait tous ses droits à une société à responsabilité limitée spécifique, Cassandra's Holdings. Il y a 6 mois, M. Becker a frauduleusement transféré l'acte de propriété de la maison familiale à cette société écran en falsifiant la signature de ma cliente. Selon une enquête complémentaire expliquée dans la pièce G, un murmure collectif parcourut la salle d'audience. L'avocat de mon père semblait avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il regardait son propre client avec une totale perplexité, avec un air de mépris total. Le juge retira ses lunettes, les nettoya lentement, puis les remit en regardant mon père. Le tyran confiant avait disparu. Un animal acculé avait pris sa place. L'homme triste et en colère qui se cachait en lui a été révélé au grand jour. Lorsque le masque du contrôle s'est brisé, il a craqué. Lorsqu'il a perdu le contrôle, il s'est tourné vers la violence. Comme il le faisait habituellement, il s'est précipité vers moi plutôt que vers ma mère, en criant « Toi ?» Son visage était rouge de colère lorsqu'il a crié « Tu es un jeune homme rusé, je vais te tuer !» Il n'a même pas fait 2 pas. Il était surveillé de près par l'huissier, qui s'est précipité pour l'arrêter et le forcer à retourner s'asseoir. Il a été menotté en quelques secondes. Tandis que 2 autres policiers faisaient leur apparition, il s'est débattu et a crié à nouveau, la voix tremblante « Je vais te tuer !» Le marteau du juge a retenti dans un bruit sourd. Ça suffit. A-t-il crié. M. Becker ?
Vous êtes arrêté pour fraude criminelle, violence et subornation de témoins. Faites-le sortir de ma salle d'audience. Huissier. J'ai cherché mon frère du regard tandis qu'on l'emmenait. Continuant à crier des obscénités et des menaces, Marc était l'image même de l'humiliation, le visage enfoui dans ses mains, les yeux fixés sur le sol. Refusant de regarder notre mère ou moi, je me suis alors tournée vers ma mère. Elle s'est levée, elle se tenait droite, le menton levé, et se tenait debout pour la première fois depuis 30 ans. Ils se sont regardés une dernière fois à travers la salle d'audience alors qu'on emmenait Arthur. Je l'ai vu paraître vide, et j'ai vu son regard de colère impuissante. Il n'y avait plus aucune crainte. Eleanor Baker n'était plus terrifiée lorsqu'ils ont escorté son ex-mari menotté hors de la salle d'audience et elle l'a regardé droit dans les yeux. Mais cette force inébranlable a semblé disparaître dès que les portes du tribunal se sont refermées. L'impact différé de tout cela a fait s'effondrer ma mère contre moi, le corps tremblant. Les répercussions ne faisaient que commencer, mais la guerre était gagnée. Le silence régnait sur le chemin du retour. Sarah Jenkins nous a assuré qu'elle s'occuperait des conséquences juridiques. Il n'y avait que le martèlement répétitif des pneus sur le bitume et le doux ronronnement du moteur de la voiture. Pas de cris de joie ni de célébration. Ma mère regardait dans le vide par la fenêtre, côté passager. Elle semblait découvrir pour la première fois les rues, les ponts et les bâtiments en briques bien connus de Pittsburgh. Elle semblait voir le monde à travers les yeux d'une étrangère, même s'il s'agissait du terrain de toute sa vie d'adulte, qu'elle venait de reconquérir. Le silence me semblait logique. Ce n'était pas vraiment le moment de se réjouir, c'était le moment de pleurer. Un mariage de 30 ans, le spectre d'une famille qui n'avait jamais existé. Toutes ces années que le criquet avait dévorées, la liberté a un prix élevé et un poids silencieux. Nous avons payé la totalité aujourd'hui. Nous avons tous deux sursauté lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. C'était Marc. Mon estomac s'est noué dans un élan de rage glaciale. Il m'a rappelé immédiatement après que j'ai laissé un message sur sa boîte vocale. J'ai mis le haut-parleur et j'ai répondu. Contre mon gré, qu'est-ce que tu as fait? Nola. Sa voix était aiguë, empreinte de peur et d'accusation. Son ton trahissait son inquiétude pour lui-même, et non son soulagement ou sa compassion pour maman. Papa est incarcéré. Tout le monde va en parler. Tu as tout gâché? Le long des vagues troubles et turbulentes de la rivière Monongahela, j'ai roulé doucement et je me suis garée. Pour cela, je devais rester immobile. Mark, ai-je répondu d'une voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir et dangereusement calme. Laisse-moi être très clair. Je ne lui ai rien fait qu'il n'ait fait à maman et à lui-même pendant 30 ans. J'ai inspiré, laissant la rage glaciale m'ancrer au sol. Mark, tu étais là? Tu l'as vu la menacer pendant que tu étais dans cette pièce? Tu as passé toute ta vie à observer. Par conséquent, la question n'est pas de savoir ce que j'ai fait. La question est de savoir pourquoi tu n'as rien fait. Je l'ai interrompu alors qu'il commençait à bégayer et à donner des explications, avec des mots aussi froids que des morceaux de glace. J'ai dit « Ne m'appelle plus jamais. Ce numéro ne doit pas être appelé. » J'ai raccroché et bloqué son numéro en disant « Pas avant que tu n'aies une sacrée bonne réponse à cette question. » Je n'ai pas éprouvé le moindre remords. Un soldat compétent sait quand une position est menacée. Il y a longtemps. La lâcheté de mon frère avait détruit ma relation avec lui. Aujourd'hui, je quittais officiellement ce rôle. Tout semblait différent lorsque nous avons finalement garé la voiture dans l'allée de la maison, qui était la sienne. L'air lui-même semblait plus léger. Le quartier avait perdu l'atmosphère étouffante et inquiétante qu'il avait toujours imprégnée. Une fois de plus. C'était simplement une maison, et l'Élanère est sortie de la voiture et qu'était restée un moment debout sur la pelouse. Elle s'est ensuite dirigée vers la porte d'entrée, l'a déverrouillée et est entrée. Pour la première fois. Elle n'avait pas peur. Elle inspira profondément et frissonna. Remplissant ses poumons de l'air de sa propre maison, son regard se posa sur la photo criarde, encadrée d'or, d'Arthur et Cassandra, posée sur la cheminée. Elle s'en approcha avec un calme étrange et déterminé. Elle retira la photo de la cheminée, regarda les visages heureux pendant quelques instants, puis, au-dessus de son genou, elle brisa le cadre en deux avec un craquement satisfaisant. Sans y jeter un autre regard, elle jeta les fragments dans la poubelle la plus proche. C'était une proclamation. L'occupation était terminée. Nous étions assis dans le salon ce soir-là, dans un silence non pas tendu, mais confortable, avec un regard contemplatif. Ma mère se tourna vers moi. « Nola, dois-je lui pardonner ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il y a plusieurs mois, sous le porche, j'avais réfléchi à mon engagement. Ma responsabilité était de la rendre plus forte, pas de lui dire comment utiliser cette force. Mon rôle de protectrice était en train de changer. Je tendis le bras pour lui prendre la main. Je répondis doucement « Maman, j'ai promis de te protéger, pas de décider à ta place. Le pardon est un concept complexe. Pour ta tranquillité d'esprit,
Tu peux lui pardonner et cesser de nourrir cette rancœur, mais tu ne dois jamais, au grand jamais, le laisser revenir dans ta vie. Les limites et le pardon ne sont pas la même chose. Je lui serrai la main, ce qu'il mérite n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est ce dont tu as besoin. Ta vie, tes règles, tes limites, maintenant. Tout dépend de toi. Un sourire se dessina progressivement sur son visage. Il était timide, mais sincère. Je compris alors que je lui avais rendu la seule chose qu'Arthur lui avait prise. La seule chose qui était plus importante que la maison ou l'argent. Je lui avais rendu sa liberté de choix. Et Delelana Becker, ma mère a commencé à exercer ce pouvoir en commençant par les infractions les plus insignifiantes, mais néanmoins significatives. Quelques mois plus tard, lorsque je suis rentrée chez moi en permission, j'ai immédiatement senti la différence avant même d'entrer. Un paillasson lumineux sur lequel était inscrit « Hello » Sunshine avait remplacé l'ancien effrayant et défraîchi, et la porte d'entrée avait été repeinte dans un bleu robin chaud. Lorsque je l'ai poussée, j'ai été accueillie par un agréable parfum de cannelle et de pommes cuites au four, ainsi que par la douce mélodie folk d'une chanson de James Taylor provenant de l'arrière de la maison, au lieu du silence étouffant et oppressant de mes premières années. C'était comme si un poids énorme avait été retiré des fondations même de la maison. Les murs du salon étaient d'un jaune vif et joyeux, au lieu du beige sombre, qui absorbait toute la lumière et la gaieté. La pièce était éclairée par la lumière du soleil qui pénétrait par les fenêtres impeccables. Chaque surface, y compris les tables d'appoint, les bibliothèques et le manteau de la cheminée, était ornée d'objets étranges mais charmants, des tasses aux motifs tourbillonnants bleus et verts, des bols en argile irréguliers avec des glaçures terreuses et de minuscules sculptures fantaisistes qui ressemblaient à des fleurs ou à des oiseaux abstraits. Ils étaient tous manifestement faits à la main, uniques sans leur genre, et témoignaient d'une paire de mains qui redécouvraient l'art de créer. Elle fredonnait en écoutant la radio dans la cuisine lorsque je l'ai découverte. Les mains couvertes de farine, vêtue d'un tablier coloré sur une robe simple, elle enfournait un plat de crumble aux pommes, un dessert que mon père avait toujours interdit à la maison parce qu'il le considérait comme peu raffiné. Elle bougeait avec une aisance soudaine, une assurance dans son propre espace qui était choquante à voir. Lorsque je suis entrée, elle a levé les yeux et un sourire sincère et spontané s'est dessiné sur son visage. Jusqu'à ses yeux. Ses épaules fatiguées s'étaient redressées et elle se tenait droite. Le son de son rire était clair et joyeux. Je me suis rendu compte que depuis mon enfance, je ne l'avais pas entendu rire ainsi. En s'essuyant les mains avec son tablier, elle m'a dit « Nola, ma chérie, tu arrives juste à temps. J'ai préparé ton dessert préféré. C'était vrai. J'avais toujours aimé ce plat. Mais mon père le détestait. Même s'il s'agissait d'un détail. Cela avait un impact énorme. Elle ne se pliait plus à ses règles, à ses préférences ou à ses humeurs. Petit à petit, elle se redécouvrait dans les couleurs de ses murs, dans les paroles d'une chanson qu'elle connaissait et dans le geste simple et rebelle de préparer un dessert qu'elle aimait. Plus tard dans la journée, nous nous sommes assis sous le porche arrière. Le même porche qui avait autrefois servi à des promesses sombres et secrètes, c'était désormais un havre de paix. Alors que la lumière de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'herbe, nous avons siroté de grands verres de thé glacé. Le bourdonnement des abeilles autour de ces hortensias en fleurs et le doux ronronnement de la tondeuse à gazon d'un voisin remplissaient l'air. Nous avions une compréhension mutuelle qui rendait le silence entre nous naturel. Elle finit par faire glisser vers moi, à travers la table du patio, un article de journal plié. Il s'agissait d'un bref article d'intérêt humain sur le refuge local pour femmes et sa nouvelle équipe de bénévoles, paru dans le Pittsburgh Post-Gazette. On y voyait une photo de ma mère assise avec une autre femme sur un canapé, le bras autour de ses épaules et une expression de profonde empathie sur le visage. Elle tapota la photo et murmura, doucement mais fermement. « Nola, tu m'as donné la force de partir ? C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Au bout d'un moment, je ne savais plus qui j'étais sans lui et l'anxiété qui m'avait accompagnée pendant si longtemps. Elle regarda les roses qu'elle avait soigneusement cultivées dans son jardin, dans ta propre vie. Tu te sens comme un fantôme. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants et remplis d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Et puis un jour, tu te rends compte que tu peux recoller les morceaux. Je veux maintenant utiliser cette force pour aider d'autres femmes à s'échapper par elles-mêmes, les mardis et jeudis. Je me rends au refuge. Je ne leur donne pas d'instructions. Je les écoute simplement et je leur raconte mon histoire. La première étape, la plus effrayante, est celle qui mène à la liberté, et je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Ne deviens pas le genre de personne qui t'a obligée à devenir forte. Elle n'avait pas rompu la promesse que je lui avais faite sur ce même porche.
Elle avait transformé 30 ans de souffrance en une source d'empathie. Elle avait transformé son pouvoir en un don pour les autres. Brené Brown, une chercheuse, a dit un jour quelque chose qui m'a marquée. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est notre plus grande épreuve de courage. J'avais toujours cru que mon courage avait été forgé dans le creuset de la SFAS. Comme en témoignait mon uniforme et ma capacité de persévérance. Mais j'avais tort après avoir vu ma mère. Souffrir en silence 30 ans de torture n'était pas son plus grand acte de courage. C'était d'être suffisamment vulnérable pour recommencer à 52 ans, pour assister à un cours de poterie rempli d'inconnus dans un centre communautaire, et pour s'asseoir avec une autre femme brisée et révéler ses traumatismes les plus intimes, afin de l'aider à se rétablir. C'était ça, le vrai pouvoir. J'ai fait mon sac dans ma vieille chambre d'enfant avant de partir à la fin de mon congé. Cela ressemblait à un musée d'une vie qui n'était plus la mienne, mais l'espace était essentiellement le même. Ma vieille médaille d'argent du concours scientifique du lycée, que j'étais sûre que mon père avait jetée à la poubelle il y a des années, reposait sur un petit morceau de tissu brillant sur mon bureau. Ma mère m'a répondu depuis le seuil de la porte. Je faisais le tri dans ces vieilles affaires quand je l'ai trouvée au fond d'un placard. Elle l'avait polie. J'ai pensé que tu devais la garder. Je l'ai prise, dans ma main. Le métal était froid et lourd. Je me suis souvenue de l'intense embarras que j'avais ressenti ce jour-là et du sentiment que ma plus grande réussite avait été qualifiée d'inutile. Maintenant que je l'avais en ma possession, je ne ressentais plus qu'un sentiment de calme. Il ne me rappelait plus son rejet. Il marquait le début d'un voyage difficile. Il faisait désormais partie de mon armure, de ma cicatrice. Je réfléchissais à la nature de mon travail en m'éloignant de cette maison jaune vif, les vitres de ma voiture baissées et les poumons remplis d'air frais. En tant que béret vert, j'avais été formée à être une arme, à travailler dans le secret, à détruire et à semer le trouble. Mais pas un seul coup de feu n'avait été tiré lors de l'opération la plus importante de ma vie. J'avais utilisé les compétences que l'armée m'avait enseignées, travailler dans le secret, détruire et semer le trouble. On m'avait appris à être une arme, à travailler dans l'ombre, à détruire et à semer le trouble. Mais pas un seul coup de feu n'avait été tiré lors de l'opération la plus importante de ma vie. J'avais utilisé les compétences que l'armée m'avait enseignées, la discipline, la planification et la collecte d'informations, non pas pour détruire, mais pour défendre, libérer et établir une paix durable chez moi. Voir mon père me noter et entendre le coup de marteau retentissant et gratifiant ne m'a pas apporté la justice pour laquelle je m'étais battue. C'est dans le calme des moments quotidiens qui ont suivi que la véritable justice a été rendue. C'était l'arôme des pommes écrasées dans une cuisine pleine de vie. L'air de l'après-midi portait le son du rire sincère de ma mère. C'était la puissance de sa voix et la sérénité de son regard. J'avais triomphé dans le conflit le plus important de ma vie. Et j'étais certain que je garderais toujours en moi ce calme au cœur de la tempête, quels que soient les combats qui m'attendaient, ou l'endroit où mes ordres m'enverrèrent. Mon conflit familial a disparu, mais je suis conscient qu'il existe de nombreux conflits dans le monde, majeurs ou mineurs. Ils ne se livrent généralement pas en uniforme et avec des armes à feu sur un champ de bataille. Parfois, la bataille consiste à gagner le respect au sein de son propre foyer ou à trouver la paix intérieure. J'ai fait une promesse secrète qui m'a donné de la force. Si vous pouviez laisser un mot dans les commentaires qui décrit le mieux votre source de force personnelle, j'en serais honorée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Votre soutien dans cette aventure compte énormément pour moi. Afin que nous puissions continuer à partager ces récits de justice retrouvés, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne.